Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation du panorama économique Nouvelle-Aquitaine et Dordogne. Dans quelques instants, je vais laisser la parole au président de la Chambre économique, Christophe Fauvel. Juste avant, je vous rappelle qu'en haut à droite, vous avez un onglet questions-réponses sur lequel vous pouvez déposer vos questions. Suite à l'intervention de Christophe Fauvel, vous aurez la présentation par le directeur de la Banque de France, Christophe Dutilleul, puis la présentation de la note de conjoncture par Chantal Carault et Didier Dejean, et à la suite, nous pourrons répondre aux questions que vous avez posées. Voilà, sans plus attendre, je vous laisse la parole à Christophe Fauvel, le président de la Chambre économique. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence ce matin dans un format pour le moins inhabituel dans lequel nous commençons à nous habituer malheureusement à évoluer les uns et les autres depuis près d'un an maintenant, puisque nous nous parlons mais nous ne nous voyons pas ce matin. Ça enlève un peu de convivialité à notre rencontre, mais que nous avons absolument souhaité maintenir, voilà, malgré le contexte un peu fragile dans lequel nous évoluons. Je m'adresse à vous ce matin donc en tant que nouveau président de la Chambre économique, au nom donc des 3 chambres consulaires, Chambre de commerce et d'industrie bien entendu, Chambre des métiers et de l'artisanat et Chambre d'agriculture. Et avant de commencer, je tiens aussi directement à saluer Monsieur Christophe Dutilleul, donc le directeur de la Banque de France, j'allais dire le nouveau directeur, mais c'est plus un nouveau maintenant puisqu'il est là depuis l'été dernier, pour ce partenariat que nous établissons avec la Chambre économique et la Banque de France pour vous livrer donc ce baromètre économique. Dans ces périodes d'incertitude dans lesquelles nous évoluons, je crois qu'il est très important pour les chefs d'entreprise, mais également pour les collectivités, d'avoir un panorama le plus précis possible avec une base de données, des indices fiables. Et à ce titre-là, je voudrais remercier toutes les entreprises qui acceptent de passer un peu de temps à répondre aux questions dont les experts de la Banque de France vous sollicitent, lorsqu'ils vous sollicitent, pour nourrir ce tableau de bord que nous vous présentons aujourd'hui, pour vous livrer un panorama complet de notre économie, que ce soit au niveau international, national, régional, mais bien sûr local. Et je le répète, au niveau interconsulaire. Ce panorama, cette présentation, vous vous en doutez, elle est forcément impactée cette année puisque la pandémie s'est invitée tout au long de l'année 2020, que ce soit au premier ou au second semestre. Au second semestre 2020, les pertes d'activité des entreprises ont été encore importantes, même si les mesures de confinement ou de couvre-feu que nous avons dû avoir à subir à compter du mois de novembre ont été plus souples que lors du premier trimestre et ont quand même, nous l'avons vu hier lors des chiffres qui nous ont été présentés par le gouverneur de la Banque de France, ils ont eu un impact moindre quand même sur notre économie, malgré, donc je le disais, ces fermetures administratives qui ont affecté notamment le commerce. Des actions également ont été mises en place par les entreprises pour compenser et pallier la perte de chiffre d'affaires. Je veux citer par exemple la vente à emporter qui s'est fortement développée lorsque c'était possible bien entendu, ou bien des industries qui ont diversifié leurs produits de manière à s'adapter à des pans d'activité qui se dérobaient sous leur cible habituelle. Les indicateurs, donc, je le disais, lors de ce second confinement, ont été moins brutaux, moins négatifs qu'au premier semestre 2020, mais ils montrent quand même toute la fragilité de notre situation. On va distinguer deux grands secteurs d'activité à travers la présentation qui va vous être faite juste après. D'une part, les grandes et les moyennes surfaces, voire les artisans du bâtiment, qui ont été peu ou prou impactés par cette crise et qui n'ont pas mis en péril soit leur chiffre d'affaires, soit leur trésorerie. Et puis de notre côté, des secteurs entiers de notre activité qui sont très fortement touchés. Je pense particulièrement aux services, en ayant une pensée particulière pour la restauration, bien sûr, et l'hébergement, et également le commerce de gros. On ressent quand même au niveau des chefs d'entreprise qui ont été sollicités une forte inquiétude sur l'environnement global qui, au plan national, n'est pas très stable et qui n'incite pas à un optimisme clair.
En revanche, vous imaginez bien que, en tant que chef d'entreprise, ce qui nous anime, c'est plutôt l'optimisme et la volonté donc d'aller de l'avant. Et beaucoup de chefs d'entreprise rencontrés invoquent et évoquent déjà le rebond d'après la crise sanitaire. Et ils ont toujours confiance, ces chefs d'entreprise, donc en eux et en les affaires, dans leurs entreprises, dans leur innovation. Nous l'avons vu hier encore une fois lors de la rencontre que nous avons eue avec le gouverneur de la Banque de France. Le plan de relance, France Relance, suscite beaucoup d'intérêt, mais ça démontre aussi que les entreprises vont profiter, entre guillemets bien sûr, profiter de cette période de crise pour investir sur ou accélérer certains investissements qui étaient dans les tiroirs quelquefois, mais pour préparer l'après-Covid. Et donc c'est bien cela qui nous rend quand même optimistes. Sur la Dordogne en particulier, on voit que l'ensemble de la Dordogne, qui est quand même très diverse de par son étendue, avec ses 4 périgords, il n'y a pas un secteur périgourdin qui s'en sort moins bien qu'un autre, même si les difficultés ne sont pas toujours ressenties de la même manière. On sait par exemple que dans le Périgord blanc, il y a eu moins d'impact sur l'emploi et sur les trésoreries d'entreprise lors de cette période, alors que dans le Périgord noir, les marges ont été beaucoup plus affectées, ainsi que l'emploi. Voilà ce que vous pourrez noter tout à l'heure. Un mot également sur l'agriculture qui a connu une fin d'année 2020 un peu particulière. L'agriculture a souffert quand même de la crise sanitaire du fait du manque de main-d'œuvre dans certains cas, ou faute de débouchés dans d'autres cas pour ceux qui écoulaient leurs produits en restauration hors domicile ou auprès des touristes. Pour les autres, c'est plus classique, c'est la météo, mais là, ça n'a rien à voir avec le Covid, qui a joué un vilain tour aux agriculteurs, notamment sur les filières végétales. Enfin, pour l'agriculture, je tiens à préciser que cette crise sanitaire a permis d'avoir un essor important sur les ventes directes. Ça s'est vu très nettement lors du premier confinement, et cette habitude de consommation a eu tendance à se maintenir, même si elle affaiblit, bien entendu, dès lors que les habitudes des consommateurs revenaient rapidement hors confinement. Je ne rentrerai pas plus dans les détails car Chantal Carreau et Olivier Dejean vont le faire bien mieux que moi tout à l'heure avec Bruno Dutilleul. Je voudrais donc simplement dire que il y a des attentes quand même, notamment dans le secteur du BTP, sur la commande publique, qui aujourd'hui est un petit peu à la traîne, un petit peu à la ramasse. La commande privée arrive à compenser pour l'instant, mais il y a un vent d'espoir sur le BTP, mais il faudrait quand même qu'il y ait une profondeur de carnet de commandes qui s'invite un tout petit peu. Donc c'est un appel quand même à ce que maintenant que les cycles électoraux des municipalités et des agglomérations sont finis, eh bien les dossiers puissent être relancés pour venir au soutien de ces entreprises, donc notamment du BTP. Je voudrais donc conclure, avant de passer la parole à Christophe Dutilleul, sur une note d'optimisme quand même, car c'est ça qui nous fera avancer. Sachez qu'on a eu un mois de décembre tout à fait exceptionnel au niveau du commerce, ce qui a pourtant beaucoup souffert en novembre, des chiffres bien meilleurs qu'en décembre 2019, qu'en décembre 2018 et qu'en décembre 2017. Et que le premier mois de l'année 2021, le mois de janvier, eh bien, les indicateurs sont au beau fixe, que ce soit au niveau des chiffres d'affaires, que ce soit au niveau des investissements et que ce soit au niveau des exportations. Donc, cette reprise que nous attendons tous dès lors que la crise sanitaire sera derrière nous, eh bien, nous l'appelons de neveu, et c'est sur cette note d'optimisme que je vais passer la parole à Christophe Dutilleul pour vous détailler tous ces indicateurs pour le second semestre 2020. Je vous remercie de votre attention. Christophe, je vous passe le bâton. Merci Christophe. Est-ce qu'au niveau son, on est bon? D'accord, ça marche. D'abord, bonjour à toutes et à tous, et puis je commencerai moi aussi en vous remerciant toutes et tous pour votre présence qui marque l'intérêt que vous portez à nos travaux. Merci spécialement aux chefs d'entreprise qui répondent régulièrement à nos enquêtes mensuelles et à cette enquête annuelle de conjoncture. C'est vous qui alimentez
les informations que je vais pouvoir vous restituer aujourd'hui. Et c'est vous qui alimentez aussi beaucoup le gouvernement de la banque et à travers lui le Conseil de la Banque Centrale Européenne et le gouvernement français en informations économiques de première main. Merci aussi spécialement à nos partenaires, aux présidents et aux équipes de la Chambre économique et des chambres consulaires. Voilà, je passe en première... alors, je vais me mettre juste en diaporama. Excusez-moi pour la technique. Pourquoi est-ce que je ne suis pas en diaporama ? Je ne suis pas dans la bonne fenêtre. Bon. Alors, on va commencer au niveau présentation monde, puis on descendra un petit peu au niveau présentation France, hein, pour terminer sur les incidences régionales. Bon. De fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau mondial et au niveau France, sous l'effet de la crise sanitaire, 2020 aura enregistré la récession la plus violente qu'on a connue depuis l'année 1945. Ça, c'est déjà un élément de référence. Et la reprise, qui a été d'abord très forte après le creux du deuxième semestre, n'aura quand même pas suffi à rétablir l'activité de 2020, bien sûr, au niveau de 2019, puisque la perte d'activité en France notamment, est chiffré entre 8,5 et 9% de PIB. En diapo suivante, donc, les projections économiques nous montrent surtout que la crise sanitaire a été subie de manière très différenciée selon les pays. Pour vous donner quelques exemples, elle a impacté à hauteur de 4% sur le second trimestre la Corée, à hauteur de 10% les États-Unis, 12% l'Allemagne, 22% le Royaume-Uni ou l'Espagne. Alors, les rebonds ensuite, on se rend compte qu'à court terme, les rebonds se feraient de manière relativement homogène du fait de l'interconnexion des économies, sauf bien sûr si on accepte le cas de la Chine, qui est dans une temporalité un petit peu différente, avec une crise sanitaire qui l'a impacté plus tôt que le reste du monde, et sauf aussi le Royaume-Uni qui est en proie à d'autres difficultés, à la fois des difficultés sanitaires particulières et puis à la fois des difficultés liées au passage Brexit. En matière donc d'évolution du PIB, on estime donc à moins 3,5% l'impact de la crise au niveau mondial, moins 7% l'impact de la crise au niveau de la zone euro qui a moins bien résisté que le reste du monde, et moins 9% temporairement l'impact de la crise au niveau français. Les possibilités de rebond, ou tout au moins les perspectives de rebond, telles qu'elles apparaissent là, montrent qu'au moins au niveau français, en 2 ans, on pourra revenir au niveau de PIB qui pouvait prévaloir avant la crise. On détaillera ces perspectives un petit peu plus loin. Voilà. De manière tout à fait synthétique, en France, donc le rattrapage d'activité tel qu'on le prévoit, et on détaillera ces perspectives, devrait s'échelonner sur 2 ans. Et si le pouvoir d'achat semble globalement a été globalement préservé, il reste encore de très fortes incertitudes, non seulement sur l'ampleur et la rapidité de cette relance, qui dépend bien sûr du contexte sanitaire, mais c'est aussi lié à des problématiques très fortes de confiance des ménages, et on le verra ensuite à travers le taux d'épargne, à des problématiques très fortes de confiance des ménages, mais aussi à l'évolution du marché du travail, qui sera à la fois une conséquence, mais qui sera à la fois aussi un facteur de la reprise. Seule assurance à court terme, l'absence d'anticipation d'inflation, même si on surveille et si on surveillera de très près dans les mois qui viennent, les facteurs liés aux prix mondiaux des approvisionnements et notamment au prix d'achat des matières premières et aussi au coût des transports internationaux. Voilà, donc l'impact économique des confinements, il a été bien sûr très fort sur le premier confinement, avec une perte d'activité de l'ordre de 35%, extrêmement brutale, donc quasiment d'un mois sur l'autre. La reprise en France a été par contre extrêmement rapide, beaucoup plus rapide que dans l'ensemble des autres pays européens, ça c'est déjà le premier renseignement. Et ensuite, chose qu'on a très vite mesuré à travers vos réponses à nos enquêtes mensuelles de conjoncture, le deuxième confinement
a provoqué un choc économique beaucoup moins puissant que le premier, bien sûr, mais aussi moins puissant que ce qui était attendu. Tout le monde s'attendait à un choc de l'ordre de 20%, et en fait, on a eu affaire à un choc qui a été de l'ordre de 7% en termes de perte d'activité sur ce second confinement. Donc, il a été effectivement beaucoup mieux géré, notamment parce que l'ensemble des entreprises, du monde industriel ou du monde des services, ont appris lors du premier confinement à travailler dans des conditions sanitaires dégradées. Et en fait, donc voilà, l'impact a été beaucoup plus faible. Les nouvelles projections donc, font état, les dernières projections qui ont été établies en décembre 2020, donc font état bien sûr d'un creux de ce que j'appellerais un acquis de décroissance, de l'ordre de moins 8,5 à moins 9%, mais donc nos prévisions tablent sur 5% de retour de croissance en 2021 et en 2022, de façon à effacer ce creux d'activité. Alors, ces hypothèses sont émises dans un contexte sanitaire, dans une hypothèse sanitaire selon laquelle les mesures de confinement actuelles ne seraient levées que progressivement au cours de l'année 2021, afin de garder le contrôle de l'épidémie et d'éviter un nouveau confinement. Et nous supposons par ailleurs que les solutions médicales de type vaccin seraient déployées de façon progressive, avec une couverture complète atteinte seulement fin 2021, début 2022. Donc voilà les hypothèses de travail sanitaire pour nos hypothèses économiques. Donc dans ces conditions-là, le niveau d'activité de fin 2019 ne serait retrouvé qu'à fin 2022, et le rattrapage s'étalerait donc sur ces 2 années. Alors bien sûr, autour de cette hypothèse médiane, donc nous cherchons à élaborer des hypothèses extrêmes, on va dire en couloir ou en tunnel. Bon, c'est pas forcément la peine de les détailler parce que déjà l'hypothèse moyenne a un niveau de sûreté moyen, donc les hypothèses extrêmes sont encore plus aléatoires. Voilà, donc au niveau français, donc, ces perspectives sont bien sûr très largement dépendantes de la capacité des pouvoirs publics dans le cadre réglementaire européen à gérer la sortie de crise et l'accompagnement des entreprises dans les secteurs d'activité les plus durablement fragilisés. Il n'en demeure pas moins qu'on s'attend à un effet rebond du taux de chômage suite à la très forte baisse des défaillances d'entreprises enregistrées en 2020, qui là aussi devrait, à un moment donné, devrait provoquer un effet rebond de ces enregistrements de défaillances. L'amortisseur public s'est montré... Alors, pardon, je ne suis plus sur la bonne diapo. Je suis sur la diapo du pouvoir d'achat et du taux d'épargne. Voilà, pardon. En fait, l'amortisseur public s'est montré extrêmement puissant. Selon nos calculs à la Banque de France, on estime que l'État a absorbé plus de 60% de la perte de revenus national et que les autres 40% auront été absorbés à hauteur des 3/4 par les sociétés financières et non financières, le monde économique, et à hauteur de 10% seulement par les ménages. De telle sorte que, même s'il faut rester mesuré dans nos propos parce qu'il y a des réalités individuelles qui sont très disparates, selon nos estimations, le pouvoir d'achat des ménages, tout étonnant que ça puisse paraître, aura encore progressé de 0,3% en 2020, après avoir progressé de 2% en 2019. Donc vous vous rendez bien compte que c'est des informations qu'il faut manier avec précaution parce que très peu de gens s'attendent ou très peu de gens mesurent que leur pouvoir d'achat peut avoir augmenté au cours de l'année 2020. Voilà. Un élément quand même qui témoigne de cette augmentation du pouvoir d'achat en macroéconomie tout au moins, c'est qu'on estime entre 100 et 120 milliards d'euros l'excédent d'épargne qui a été constitué au cours de l'année 2020 par les ménages dans leur globalité. Pardon. En matière d'investissement des entreprises et des ménages, l'investissement des entreprises s'est montré plus résilient qu'attendu puisque le recul de l'investissement des entreprises n'a pas été supérieur au recul du PIB. Même soutenu en 2021 et en 2022 par les mesures du plan de relance et par des conditions de financement qui resteront très favorables, on s'attend à ce que l'investissement des entreprises ne redémarre que très progressivement sur les 2 années suivantes. Le taux d'investissement donc des sociétés non financières, c'est-à-dire l'investissement rapporté à leur valeur ajoutée, se maintiendrait au niveau de fin 2019, voire même au-dessus du niveau de fin 2019. Par contre, le taux d'autofinancement
de ces investissements serait réduit d'environ 10 points en 2020 et en 2021. Concernant l'investissement des ménages, le recul au 4e trimestre 2020 serait limité, donc l'investissement principalement dans l'immobilier, bien sûr, avec le maintien de l'activité dans le secteur de la construction. À fin 2020, l'investissement serait inférieur d'environ 11% à son niveau d'avant-crise. Mais le rebond serait ensuite seulement très progressif au vu de la forte baisse des demandes de permis de construire qu'on enregistre depuis le printemps dernier. Et ensuite, on s'attend à moyen terme que cet investissement des ménages pourrait demeurer contraint par les conséquences de la dégradation du marché du travail. Un petit focus sur l'aspect PGE. Donc, à aujourd'hui, c'est plus de 130 milliards d'euros de PGE qui ont été effectivement distribués au secteur économique sur une enveloppe initiale qui était annoncée à 300 milliards d'euros. Ils ont été distribués à peu près 638 000 entreprises, majoritairement dans le secteur du commerce, qui a absorbé 31 milliards d'euros de PGE, et le secteur de l'industrie, qui a absorbé 21 milliards d'euros de PGE au niveau national. Au niveau régional, la Nouvelle-Aquitaine se situe au 4e rang des régions, avec 64 000 entreprises qui ont bénéficié de 9,4 milliards d'euros. Et au niveau de la Dordogne se place entre le 5e et le 7e rang suivant les indicateurs, avec 4 700 entreprises bénéficiaires de PGE pour environ 466 millions d'euros. En Dordogne, comme en Nouvelle-Aquitaine, 87% des montants des PGE accordés ont été fléchés vers les TPE et les PME. C'est quelque chose qui est important à souligner parce que d'abord, ça montre que le PGE a très largement irrigué ce que j'appellerais l'économie réelle, en tout cas l'économie locale, et beaucoup plus largement que dans les autres pays européens qui ont mis en place ce type d'aide aux entreprises. Donc 87% des PGE aux TPE, PME en Dordogne et en Nouvelle-Aquitaine, à peu près 75% des PGE à ces catégories de population au niveau national. Un focus très rapide aussi sur la médiation du crédit. La médiation du crédit, bien sûr, sa courbe d'activité a suivi les courbes de demande de PGE avec de très forts pics au 2e trimestre 2020. Un léger rebond, mais qui ne s'est pas concrétisé entre décembre 2020 et janvier 2021. Au niveau de la Dordogne, au niveau de la Dordogne, les succès en matière de médiation du crédit auront permis de conforter 31 entreprises qui représentent près de 400 emplois. Voilà, donc on en arrive au cœur de l'enquête annuelle, donc sur le bilan 2020 et les perspectives 2021 de l'économie de Nouvelle-Aquitaine. On présentera ça suivant le triptyque habituel, industrie, services, construction, et en s'attachant à étudier donc les axes de l'activité, des effectifs, de la rentabilité et des investissements, le tout en résultat 2020 et en perspective 2021. Voilà, donc 3600 entreprises ou établissements ont répondu à cette enquête. C'est important de resituer la date entre fin novembre et fin janvier. Peut-être que les réponses à aujourd'hui n'auraient pas forcément été les mêmes qu'il y a 3 mois. Alors, juste une attention à porter quand on étudiera le champ des services. Le champ des services marchands ne couvre pas la restauration, ne couvre pas le tourisme et ne couvre pas certains services à la personne. Donc, par ailleurs, en termes de représentativité, en termes de taux de couverture, donc 68% des effectifs à cause de l'industrie, 31% des effectifs à cause des services et 39% des effectifs à cause de la construction. Donc, sont couverts par les répondants à cette enquête. Alors, de manière... Pardon. Voilà. De manière synthétique, donc... Sur les chiffres d'affaires, d'une manière générale, les reculs enregistrés, mais également les prévisions de rebond, sont largement corrélés en région avec les tendances et les perspectives nationales. Sur les effectifs, les retraits enregistrés demeurent largement contenus, compte tenu de la situation, et les perspectives en matière d'effectifs sont même plutôt favorables en région pour 2021. En matière d'investissement, les reculs derrière un exercice 2019 particulièrement actif, ils apparaissent importants, mais il pourrait être suivi d'un rebond assez marqué à partir de 2021.
En matière d'industrie aussi, signalons que les API, les autres produits industriels, représentent environ la moitié des effectifs, avec bien sûr des catégories très diversifiées. La deuxième moitié est représentée donc pour un tiers entre la fabrication de matériel de transport, les équipements électriques et électroniques et les industries alimentaires. La catégorie autre dans les autres produits industriels correspond aux imprimeries, fabrication de meubles, joaillerie, instruments de musique, articles de sport, jeux, jouets, enfin quelque chose de très diversifié. Alors, on va examiner donc l'évolution et les prévisions en matière de chiffre d'affaires industriel. Donc, pour mémoire, la prévision d'évolution de chiffre d'affaires dans notre dernière enquête, celle de l'année dernière, donc, était à plus 2,7% pour les industries de la région. Cette prévision avait été réévaluée lors de notre enquête de milieu année à moins 11,9%. Et au final, on se retrouvera à moins 8,9% selon vos réponses. La fabrication de matériel de transport accuse bien sûr le recul de chiffre d'affaires le plus marqué avec moins 15,6%. Avec bien sûr à l'intérieur l'aéronautique qui subit les conséquences de la forte chute d'activité aérienne. Les marchés des satellites aussi se contractent. L'industrie automobile qui poursuit sa mutation technologique vers les secteurs hybrides, électriques, voire hydrogène. Le nautisme de plaisance aussi qui a pâti de l'absence de salon et qui a pâti de l'interdiction de navigation avec un impact assez fort sur les sociétés de location. La fabrication d'équipements électriques, électroniques et autres machines enregistre le contre-coup de l'arrêt des chaînes en période de confinement et la contraction des marchés aéronautiques ainsi que de ses débouchés export. L'industrie alimentaire est le secteur qui résiste le mieux avec une baisse limitée à moins 2,2%. La forte progression de demande dans la grande distribution a permis de compenser partiellement le recul de la demande bien sûr de la restauration hors foyer. On notera aussi la chute ponctuelle mais vertigineuse des expéditions de cognac au cours du premier semestre. Alors avec des effets sanitaires bien sûr, mais aussi des effets guerre économique et restrictions trumpistes, on va dire ça comme ça. Les autres produits industriels qui concentrent plus de la moitié des effectifs reculent à hauteur de moins 10%, avec des évolutions différenciées selon les sous-secteurs. En 2021, donc, le rebond de l'activité serait soutenu proche de 5%, donc vous le voyez en Nouvelle-Aquitaine, très proche des perspectives nationales, dans les perspectives nationales, particulièrement porté par une hausse des exportations. Vous vous attendez à plus 6,7% d'augmentation de vos exportations en région. Le retour à une situation d'avant-crise ne serait pas immédiat, il serait plus rapide a priori dans les secteurs de la chimie et de l'industrie alimentaire. En revanche, la perte d'activité serait moindre mais resterait significative sur le segment de la fabrication des matériels de transport, notamment dans le compartiment spatial et les chaînes de production de l'aviation civile. Donc, concernant les évolutions de chiffre d'affaires dans les autres produits industriels, alors, en dépit de l'accélération du e-commerce qui bénéficie de la fabrication d'emballages cartonnage, on notera notamment un recul assez fort dans les industries papier-carton, en baisse de moins 13,4%, confronté à une chute de la demande mondiale en papier graphique en lien avec le développement de la numérisation et du télétravail. Les segments travail du bois et des matériaux non ferreux enregistrent un recul atténué par la dynamique de reprise du bâtiment en sortie de premier confinement. La chimie ralentit sous l'effet de la baisse de la demande, notamment des secteurs cosmétiques et parfumerie, et aussi de la chimie à destination de l'automobile. La pharmacie, particulièrement sollicitée, résiste avec un ralentissement de son chiffre d'affaires limité à moins 1,8% en région. Les productions métalliques et métallurgiques enregistrent le recul plus marqué, moins 16,7%, en liaison avec bien sûr un effondrement de la demande dans l'aéronautique et dans l'industrie automobile. Ce qui est intéressant, c'est que dans tous les secteurs, dans tous ces secteurs-là, tous ces segments-là enregistreraient une progression de leur chiffre d'affaires avec un retour vers une situation d'avant-crise dès 2021 pour la pharmacie et pour la chimie. En matière de rentabilité d'exploitation, donc le choc économique de 2020 renverse complètement les appréciations des chefs d'entreprise sur l'évolution de leur rentabilité. En 2019, 37% des effectifs industriels se positionnaient dans une entreprise qui envisageait une augmentation de sa performance. En 2020, ces effectifs ne représentent plus que 17%,
contre 48% situés dans des entreprises envisageant une diminution de leur rentabilité. L'appréciation sur l'évolution de la rentabilité est particulièrement défavorable dans le secteur des équipements électriques et électroniques. Pour les matériels de transport, la situation est très contrastée. Seulement 1,5% des effectifs sont situés dans une entreprise qui envisage une hausse de ses marges et quasiment 100% donc dans des entreprises qui envisagent ou une stabilisation ou une baisse de leur marge en 2020. Dans l'industrie automobile, ce pourcentage s'élève même à 74%. 74% des effectifs de l'industrie automobile sont positionnés dans des entreprises qui envisagent une baisse de marge en 2020. Pour 2021, une amélioration des rentabilités est largement formulée par les entreprises de Nouvelle-Aquitaine, la totalité des secteurs affichant un solde d'opinion positif. Concernant donc les effectifs, l'emploi industriel intérimaire inclus se contracterait de 3,9% en 2020 dans l'ensemble des secteurs industriels. L'emploi intérimaire ressort fortement impacté à hauteur de moins 25%. En 2021, l'emploi global se contracterait à nouveau, mais de manière moindre, se contracterait de l'ordre de 1,2% selon vos réponses, dans l'ensemble des secteurs industriels, prioritairement par un recours encore moindre à l'intérim. L'industrie alimentaire résiste mieux et parvient à limiter l'érosion de ses effectifs avec un emploi permanent globalement préservé. Pour les autres compartiments, la baisse des effectifs est davantage marquée, moins 7% dans le secteur du matériel de transport, essentiellement imputable à la construction aéronautique et spatiale, mais également sensible chez les équipementiers automobiles, dont le secteur est en pleine mutation. Les équipements électriques et électroniques s'inscrivent dans cette tendance, avec une baisse attendue de moins 5,7% de leurs effectifs en 2020. Seule la chimie et la pharmacie préservent les emplois permanents, voire les confortent par conversion partielle d'intérimaires en contrat pérenne. La métallurgie, donc intégrée dans les chaînes de sous-traitance aéronautique et automobile, subit l'atonie de ses filières. Des plans sociaux sont mis en œuvre et l'emploi permanent et intérimaire recule aussi de manière significative. En 2021, on s'attend à une nouvelle érosion des effectifs dans la majorité des branches, plus marquée dans la fabrication de matériel de transport et de produits informatiques électroniques. Les renforcements seraient plus rares, mais ils se situeraient notamment dans l'industrie alimentaire et dans la plupart des métiers de la chimie. Concernant les investissements industriels, donc on assiste à un net repli des investissements productifs en 2020, souvent par effet report. N'oublions pas qu'on se situe, et qu'on se situait surtout au début de l'année 2020, dans un contexte fort de sous-utilisation des capacités de production. Pour le deuxième exercice consécutif, les équipements électriques et électroniques et autres machines enregistrent un repli en valeur de leurs investissements en 2020. Dans l'industrie alimentaire, la baisse des investissements peut être nuancée par les accroissements de capacités de production notables réalisés l'an passé. Au sein des autres produits industriels, le repli est moins marqué qu'ailleurs sur la période. Certains acteurs dans la transformation de l'acier ainsi que dans la filière papier-carton, en repositionnement stratégique de marché, conjugué à des engagements de développement durable, atténuent le ralentissement d'ensemble. Pour 2021, les projets d'investissement se renforcent, sous l'effet du plan de relance national notamment. Tous les secteurs y contribuent et dans l'ensemble, l'industrie régionale renouerait avec un niveau d'effort de modernisation ou de renouvellement comparable à celui de l'avant-crise, conjugué à un engagement dans une démarche environnementale. Passons au secteur des services marchands. Donc je rappelle, hors restauration, hors tourisme et hors certains services à la personne. Donc la partie autre de ces services marchands est très atomisée. Elle comprend entre autres l'édition, la publicité, les études de marché, les activités de location et de location-bail, le secteur des enquêtes et de la sécurité, les services relatifs aux bâtiments et à l'aménagement paysager. Donc c'est extrêmement diffus. En matière de chiffre d'affaires, donc pour 2020, les chefs d'entreprise, vous envisagez un recul de vos chiffres d'affaires dans la majorité des segments, avec cependant des situations très différenciées. Sans surprise, l'hébergement néo-aquitain apparaît comme le plus affecté, avec moins 33,8% de perte de chiffre d'affaires. Il est confronté à la faiblesse de la fréquentation touristique, mais aussi de la clientèle professionnelle, qui permet d'assurer en temps normal les taux de remplissage intermédiaires.
L'activité des agences de travail temporaire se contracte significativement, on l'a vu, moins 25% d'intérimaires, donc moins 20% d'activité dans le secteur de l'intérim, corollaire donc de ces moindres besoins en intérimaire accentués par les confinements successifs. Les activités comptables et prestations d'ingénierie se maintiennent. À contre-courant des autres segments, les activités informatiques et plus spécialement l'édition de logiciels voient leur chiffre d'affaires progresser. Pour 2021, donc les chefs d'entreprise envisagent un rebond technique pour chacun des compartiments, sans toutefois retrouver les niveaux d'avant-crise. L'hébergement et les agences de travail temporaire durement affectées par les restrictions successives espèrent les hausses les plus significatives. Cependant, les prévisions formulées doivent être interprétées avec prudence, car elles peuvent masquer un manque de visibilité, compte tenu bien sûr de l'évolution sanitaire à venir. En matière d'effectifs, donc dans les services marchands, globalement, dans ce contexte de baisse d'activité, l'emploi résiste sous l'effet des mesures de soutien, parmi lesquelles figure bien sûr le chômage partiel. L'emploi intérimaire, véritable variable d'ajustement, est plus significativement impacté. Pour 2021, donc, un renforcement des effectifs est attendu, plus ou moins marqué selon les branches. Globalement, les dirigeants d'entreprise, vous, privilégierez beaucoup plus l'emploi permanent, excepté dans l'hébergement, où donc le recours à l'intérim resterait plus marqué. Les activités informatiques, édition de logiciels, qui étaient déjà confrontés à des difficultés de recrutement de profils adaptés, envisagent une hausse sensible de leurs effectifs, d'autant plus nécessaire que les perspectives de poursuite de développement du chiffre d'affaires sont quand même assez importantes. Concernant les investissements dans les services marchands, bien que revus à la baisse en 2020, les volumes d'investissement demeurent conséquents et une nouvelle dynamique semble envisagée dans la quasi-totalité des secteurs pour 2021, et notamment dans les activités, semble envisagée surtout dans le secteur de l'entreposage et du transport, et pas forcément dans les autres secteurs des services marchands. Concernant maintenant le grand secteur de la construction, hors travaux publics bien sûr, donc la répartition de l'enquête s'établit comme suit, donc 45% dans le second œuvre, 30% dans les travaux publics et 25% dans le gros œuvre. En matière d'évolution de la production, donc en dépit de la très bonne réactivité de la reprise suite au premier confinement, très rapide, l'effet de rattrapage n'a pas permis de maintenir le niveau de production dans la construction. Il s'établit à moins 7,9 points pour 2020 en région. Sur l'année écoulée, donc cette contraction est plus marquée sur le second œuvre, à moins 9,9%, que sur le gros œuvre, à moins 7,5%. La construction de maisons individuelles conserve sa dynamique en 2020, mais des incertitudes naissent des difficultés de la commercialisation en période de confinement. Les projets de bâtiments industriels restent également soutenus et la demande des particuliers dans l'aménagement-restauration de l'habitat alimente fortement les devis et l'activité en général. Dans les travaux publics, moins 4% d'activité, en dépit des ralentissements d'appels d'offres en cours d'instruction, la production résiste mieux, soutenue notamment par les travaux de réseau électrique et les travaux liés à la mise en place de la fibre. Pour 2021, les perspectives s'orientent favorablement dans ce secteur de la construction, sans retrouver toutefois les niveaux d'avant-crise. Les anticipations donc, sont à hauteur d'à peu près plus 5,5%. D'activité. Dans le détail, la progression serait plus significative dans le gros œuvre, plus 7%, et dans le second œuvre, plus 6%, moindre dans les travaux publics à plus 2%. En matière de rentabilité d'exploitation, les chefs d'entreprise interrogés font état d'une dégradation à hauteur de 49% ou d'une stabilité à hauteur de 34% de leur rentabilité d'exploitation. Donc, cela représente plus de 80% donc des effectifs employés. 16% des emplois seulement relèveraient d'entreprises constatant une amélioration de leur rentabilité d'exploitation. Les prix des devis sont le plus souvent restés stables dans un contexte de mise en place de mesures de sécurité sanitaire qui ont alourdi les charges externes et qui ont pesé sur la productivité. Le rétablissement des marges n'est pas acquis pour 2021. Les projections d'ajustement des prix apparaissent
favorable, puisque 85% de l'enquête table sur une stabilité ou une hausse de la rentabilité. Seuls 15% des effectifs seraient positionnés dans des entreprises dont les dirigeants anticipent une nouvelle baisse. Concernant les effectifs dans la construction, donc la baisse des effectifs a été chiffrée en moyenne à 3,4% en 2020 dans l'ensemble de la construction. Au final, la réduction d'emploi est plus forte dans le gros œuvre, à moins 6%, que dans le second œuvre, à moins 3,3%, ou dans les travaux publics, à moins 0,5%. Et ces pertes d'emploi concernent principalement, bien sûr, les contrats d'intérim. Le déficit récurrent de techniciens disponibles conduit les entreprises à pérenniser les contrats. Ainsi, donc, la part des effectifs intérimaires dans la période perd près de 5 points. Elle s'établissait à 18% en 2019 et elle s'établirait à 13% en 2020 dans les secteurs de la construction. L'année 2020 devrait enregistrer une stabilité des effectifs, plus 0,9% sur l'ensemble de la construction, voire une légère hausse dans le gros œuvre, estimée à plus 1,2%. Les chefs d'entreprise et différents corps de métier cherchent de préférence à capter une main-d'œuvre au profil adapté par des contrats durables au détriment du recours à l'intérim. Enfin, donc dans la construction, sur la thématique des investissements, dans tous les corps de métier, la priorité a été donnée au redémarrage de l'activité et à la mobilisation nécessaire pour assurer la sécurité sanitaire. Donc dans ce contexte, les investissements ont été fréquemment reportés en 2020, sans assurance qu'ils seront débloqués en 2021. Voilà, donc on termine, donc, je terminerai sur une note positive. La note positive est que, oui, le choc de décroissance a été fort dans notre pays particulièrement, moins 8,3% globalement sur l'année 2020, mais on se rend compte après les déconfinements qu'à chaque fois, l'économie française et l'économie régionale ont été extrêmement résilientes. Les redémarrages ont été très rapides et les perspectives que vous nous avez annoncées pour 2020 et 2021 donc, font état, dans des hypothèses sanitaires qu'on peut estimer raisonnables, font état d'un retour rapide et relativement fort à des niveaux d'activité comparables à ceux que l'on pouvait trouver avant crise. Donc c'est sur cette note d'optimisme que je terminerai et je vous remercie beaucoup. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc vous présenter notre baromètre départemental. Suivant. Donc, en introduction, je voudrais tout d'abord que nous regardions ce tableau de bord publié par la direction des finances publiques qui fait état des volumes déclarés, tout secteur d'activité et toute activité, bien sûr, et tout bénéfice confondu. Donc, des chiffres d'affaires cumulés 2020 et 2019 avec une évolution. Donc, ça montre bien la légère baisse de volume déclaré concernant les chiffres d'affaires, les exportations, qu'elles soient hors Union européenne ou les livraisons intracommunautaires. Par contre, les investissements sont plutôt, eux, à la hausse de 5% en volume. Donc, pour ce qui est de notre publication, de notre baromètre économique Dordogne interconsulaire, donc il s'articule en deux parties. Une première partie qui correspond à une enquête qui a pour objectif de mesurer vraiment en temps réel l'activité des TPE et des PME à partir donc de la perception des dirigeants d'entreprise. Donc notre consultation a eu lieu en tout début d'année, du 7 au 13 janvier. Donc à partir d'un panel qui est maintenant fidélisé de 540 entreprises, un panel fidélisé depuis déjà de plusieurs années, représentant l'ensemble des activités du registre du commerce et du répertoire des métiers, que ce soit dans le commerce de détail, le commerce de gros, la grande distribution, pardon, les activités de commerce hôtel-restaurant, la production, qu'elle soit artisanale ou industrielle, l'activité des services aux entreprises et le bâtiment dans son ensemble. Et une deuxième partie de notre publication s'attarde sur l'analyse
de la production agricole de notre département, résumée par filière. Donc, comme l'indiquait Christophe Dutilliel précédemment, l'impact du second confinement a été moindre que celui du premier. 75% des entreprises sont restées en activité, alors qu'elles n'étaient que 36% lors du premier semestre. Mais bien évidemment, un nouveau choc est apparu, baisse de chiffre d'affaires pour la moitié des entreprises, et cette baisse a été évaluée à de l'ordre de 25% pour un quart de nos entreprises, avec des trésoreries extrêmement tendues pour près d'une entreprise sur deux, nous sommes à 45%. En ce qui concerne les mesures mises en place, on va dire qu'une entreprise sur deux a pu bénéficier du plan d'aide, nous sommes à 51%, et environ un tiers des entreprises a eu recours au chômage partiel, ce qui a eu bien évidemment pour conséquence de limiter à court terme la détérioration de l'emploi. Alors, en ce qui concerne le bilan global artisanat, commerce, industrie, services du deuxième semestre 2020, on peut dire un climat un peu moins négatif, mais tout de même préoccupant dans cette deuxième période de confinement, qui a bien sûr différé la reprise. Les chiffres d'affaires sont toujours à la baisse, mais on s'aperçoit qu'au niveau du solde d'opinion, il y a eu un gain de 21 points. Nous étions à moins 55 points lors du premier semestre, c'est-à-dire lors du premier confinement. Concernant les carnets de commandes, bien évidemment, c'est tout à fait lié. Il y a une baisse effectivement déclarée de moins 14 points. Nous notons sur ce deuxième semestre une très légère décélération de la création d'entreprises, tout registre confondu, registre du commerce et répertoire des métiers, de l'ordre de moins 4%, mais nous le verrons un peu plus en détail plus loin. Plus du quart de nos entreprises ont investi, une légère baisse par rapport au début d'année, nous sommes qu'à 27%. Et maintenant, 7 chefs d'entreprise sur 10 ont confiance en l'avenir de leur entreprise. Donc une baisse de 10% par rapport au pourcentage exprimé en début d'année. Vous avez bien évidemment le détail de tous ces chiffres repris dans notre publication qu'il vous sera possible de télécharger sur les sites internet. Donc les soldes sont fortement affectés dans l'ensemble des secteurs, comme nous allons le voir dans le détail un petit peu plus loin. En ce qui concerne les perspectives pour ce début d'année 2021, bien évidemment, attentes et inquiétudes prédominent et une nouvelle dégradation ne serait pas à exclure. Malgré tout, avec un impact un petit peu moins fort que ce que je viens de vous présenter, des soldes anticipés de chiffre d'affaires à moins 10, pour les carnets de commandes moins 1, les trésoreries toujours extrêmement tendues à moins 12, et 20% des chefs d'entreprise envisagent d'investir, donc quand même une certaine prudence sur cet indicateur. Alors, attardons-nous maintenant dans le détail des activités. Donc, nous avons repris les 3 derniers semestres analysés dans nos différentes enquêtes pour montrer le décrochage à partir du premier semestre 2020. On le voit bien dans les graphiques qui apparaissent par rapport au dernier semestre 2019. Alors, pour l'artisanat et le commerce alimentaire, un second semestre moins perturbé qu'au premier. On voit des soldes d'opinion qui ont tendance à se relancer, mais quand même des pertes de chiffre d'affaires importantes et des trésoreries extrêmement difficiles. Néanmoins, dans les perspectives, un retour aux clients ne serait encore insuffisant d'après les chefs d'entreprise interrogés. En ce qui concerne le commerce de détail, toujours une analyse qui a été reportée en solde d'opinion, marquée bien sûr par la crise et les fermetures administratives. Ce secteur est quand même en forte souffrance. Une demande toujours orientée vers la baisse, une fréquentation client qui présente un solde d'opinion à moins 35. Alors malgré un léger sursaut
par rapport au printemps, on le voit là quand même assez nettement, les chiffres d'affaires et les trésoreries sont extrêmement compliqués. La confiance en l'avenir s'érode malgré tout un petit peu. Et on peut maintenant le dire, la crise a quand même bousculé les comportements d'achat des consommateurs. Le digital a pris peu à peu de la place et quand même les professionnels, on peut le remarquer, se sont bien adaptés et tendent vers la mise en place de dispositifs dans ce sens-là. Regardons la grande distribution qui affiche un bilan plus positif ou moins négatif. Malgré une baisse de fréquentation client, elle affiche quand même des résultats corrects. 42% ont développé leur chiffre d'affaires, ce qui laisse un solde d'opinion largement positif à 26%. Et ce secteur, quand même moins impacté par la crise que le commerce traditionnel, est beaucoup plus optimiste pour les mois à venir. Passons à la production. Regardons tout d'abord la production artisanale, les plus petites structures de transformation. L'année a été difficile, hein, on le voit, des indicateurs sont encore bas, mais le secteur se redresse au second semestre par rapport au premier. Des résultats sont encourageants pour les entreprises, mais qui ont quand même énormément de craintes pour l'avenir, avec encore des trésoreries extrêmement tendues. Pour ce qui est de l'ensemble de la filière industrielle, dans ce contexte très défavorable, le secteur sort des difficultés quand même, on peut le dire, au second semestre, ce qui a permis un large redressement des chiffres d'affaires et des carnets de commandes, les trésoreries restant quand même en solde négatif. Ce secteur, on peut le dire, est très lié à la baisse de la demande et à des tensions sur les prix des matières premières. L'impact, évidemment, est très variable en fonction des filières, comme l'exprimait Christophe Dutilleul précédemment. Et on peut quand même bien souligner que la filière alimentaire, l'industrie agroalimentaire, fortement représentée en Dordogne, résiste le mieux à la crise. Regardons les activités du bâtiment. Pour l'artisanat du bâtiment qui a été touché de plein fouet lors du premier semestre, comme vous pouvez le constater, le secteur passe outre cette crise en fin d'année, avec des indicateurs qui se redressent fortement. Un maintien des emplois, les trésoreries tendent également à se redresser. Donc, ce qui est quand même important à souligner depuis déjà pas mal de temps, c'est des difficultés de recrutement que connaît ce secteur, qui persistent malgré tout dans tous les métiers du bâtiment, quels qu'ils soient. Le niveau de confiance en l'avenir pour l'activité est nettement supérieur pour l'artisanat du bâtiment que l'ensemble des autres filières, et on espère retourner vers des taux de croissance habituels. Pour les structures plus importantes du BTP et de la construction, qui a moins résisté à cette crise sanitaire que les artisans, les trésoreries sont encore tendues, mais elles arrivent à se redresser. On a constaté lors du premier semestre, et Christophe Auvel en parlait tout à l'heure, une atonie de la commande publique. On espère qu'elle va rebondir, entre guillemets. Le repli est donc moins net en ce second semestre que lors de la première partie de l'année 2020. Le nombre d'entreprises y investies s'accroît, mais reste bien en deçà des niveaux d'avant la crise. Un retour à des indicateurs positifs par une reprise d'activité est fortement espéré pour l'année 2021. Pour le secteur des services aux entreprises, donc un secteur encore très touché par la crise, comme vous pouvez le constater, le décrochage important en 2020. Alors pour ce deuxième semestre, un recul des chiffres d'affaires de l'ordre de 54%, ce qui nous donne un solde très négatif à moins 48% sur les chiffres d'affaires. Donc dans ce contexte de baisse d'activité, les effectifs ont été maintenus grâce bien évidemment aux mesures de chômage partiel.
le nombre d'entreprises ayant investi a bien reculé. Il est difficile, effectivement, dans ce contexte, de garder et de maintenir des trésoreries positives. Attardons-nous sur un secteur particulièrement frappé, qui est le secteur des cafés, hôtels, restaurants. Donc un secteur à l'arrêt, comme tout le monde le sait. Les chiffres en témoignent largement. Fort impact de la crise, des fermetures prolongées des établissements. On remarquera et on souligne une saison touristique qui a été marquée par une très très forte baisse de la fréquentation étrangère, qui est quand même assez remarquable sur notre département dans des périodes que je qualifierais de normales. Et à ce sujet, je vous invite à consulter le bilan de saison touristique publié par la Chambre de commerce et d'industrie en partenariat avec le comité départemental du tourisme, pour plus de précision sur ce bilan de saison touristique. Donc, des cafés, hôtels, restaurants qui ont recours au chômage partiel, des baisses d'effectifs, bien sûr, des chiffres d'affaires en berne, des difficultés de trésorerie importantes. Enfin, tout est dans le rouge. Et malgré tout, une confiance en l'avenir de leur activité très en dessous de la moyenne, aucune visibilité, avec des perspectives très, très incertaines sur la réouverture de ce secteur d'activité. Regardons maintenant les mouvements enregistrés auprès des centres de formalité de la Chambre de commerce et de la Chambre de métier. En ce qui concerne les créations d'entreprises, hein, comme je vous le disais en introduction, une très légère décélération, on va dire, de moins 4% de création d'entreprises entre 2019 et 2020. Nous sommes quand même à un solde création et suppression d'entreprises qui est toujours très largement positif. On peut quand même souligner que les inscriptions de micro-entreprises sont quand même au-delà de 50% des formalités qui sont enregistrées sur nos deux registres. Et quand même, le paradoxe, on peut dire, de cette crise, c'est la forte baisse des défaillances d'entreprises, comme l'exprimait Christophe Dutiel tout à l'heure. Donc on voit là, et les graphiques le prouvent, hein, que ce soit au niveau des tribunaux de commerce pour les activités de l'artisanat, du commerce et de l'industrie, ou pour ce qui est du tribunal judiciaire pour les exploitations agricoles, on s'aperçoit que l'année 2020 a enregistré une baisse d'environ 50% de ces procédures collectives. La Dordogne n'est pas un cas isolé, puisque ce sont à peu près les moyennes que l'on retrouve au niveau régional, voire national. Donc on peut, enfin tous les experts s'accordent pour dire que les différents dispositifs et prêts accordés par l'État ont très certainement gelé l'ensemble de ces procédures. Voilà, je vous remercie de votre attention et je passe le micro. Oui, donc bonjour, je suis Olivier Dejean, je suis chargé à la Chambre d'agriculture de la Dordogne, donc de la filière Bovin-lait, et de la rédaction de la note de conjoncture semestrielle que je réalise en partenariat avec Serre France Dordogne. Pour les filières agricoles, la note de conjoncture est réalisée à partir des observations des marchés et des conditions de production, donc ces observations qui sont faites par les conseillers de la Chambre d'agriculture de la Dordogne et par Serre France Dordogne. Alors, en agriculture, il n'est pas concevable de parler de conjoncture sans parler de météo. La météo est un facteur déterminant pour les productions agricoles, animales comme végétales, donc de par son impact sur les récoltes, sur l'alimentation des animaux et donc sur la santé financière des exploitations. En 2020, en Dordogne, l'agriculture a notamment été marquée par les fortes pluviométries de l'automne 2019, donc qui ont empêché d'emblaver les surfaces prévues. L'été chaud et sec a pénalisé les cultures de tournesol et de maïs qui n'étaient pas irriguées. À noter que le mois de juillet 2020 était le plus chaud enregistré depuis 1961 et que ces fortes chaleurs se sont poursuivies jusqu'en septembre. Alors, ce qui a été gênant pour certaines filières et favorable pour d'autres, notamment les filières qui étaient en période de récolte. Par contre, il n'y a pas eu d'épisode de gelée de début de printemps ou d'orage de grêle destructeur comme on a pu en connaître les années précédentes.
En ce qui concerne la crise du Covid, Gauthier, s'il te plaît. Donc, en ce qui concerne la crise sanitaire, tous les marchés ont été perturbés dès le premier confinement, notamment du fait des perturbations des échanges internationaux, mais aussi du fait des changements de mode de consommation. Donc, les filières les plus impactées ont été celles qui produisaient et écoulaient leur production toute l'année, comme notamment les filières animales qui ne pouvaient pas stocker, qui sont obligées d'écouler au fil du temps. Les filières également qui étaient en pleine production lors du premier confinement, c'était le cas de la filière fraise et de l'asperge, donc qui ont eu des soucis de main-d'œuvre de récolte en tout début de confinement. Et les filières qui écoulent le gros de leur production par la restauration hors domicile, bien sûr, qui n'a toujours pas retrouvé un fonctionnement normal. Les industriels ont craint le développement de clusters risquant de perturber le fonctionnement dans leurs entreprises, comme ça a été le cas dans des abattoirs. Mais ces cas, il semble que ce soit resté assez rare et que ça n'ait pas trop posé de problème au niveau de la transformation. Le commerce de proximité, donc ça a déjà été dit, a connu un essor qui semble, lui, se maintenir, même si, effectivement, certaines habitudes de consommation sont revenues à la normale. Alors, je vais vous présenter ici de manière assez schématique et bien sûr discutable les différentes filières selon leur situation telle que perçue dans son ensemble. Alors, bien sûr, il y a des nuances à mettre dans tout ça, il y a forcément des cas particuliers, voire contradictoires, qui ne se retrouveront pas forcément dans mes propos, mais voilà, l'exercice consistait à faire un petit classement. Je vais démarrer par les filières qui ont le plus mal vécu l'année 2020, et puis je terminerai par celles qui ont les situations les plus favorables. Bien sûr, tout ça est discutable, je l'ai dit, et voilà, certains pourront ne pas forcément s'y retrouver dans certains cas particuliers. Alors, dans les filières qui ont le plus mal vécu, donc déjà l'année 2021, il y a les filières céréales qui ont pâti des mauvaises conditions de semis à l'automne 2019, ce qui a entraîné une baisse de 37% des surfaces de blé par rapport à 2019. Les rendements en maïs et tournesol ont été en plus pénalisés par des conditions de semis difficiles au printemps et le manque d'eau en été. En ce qui concerne les prix, les cours du blé ont atteint des niveaux inédits depuis plusieurs campagnes et le cours du maïs a également progressé. Cependant, tous les producteurs n'ont pas pu en bénéficier car beaucoup avaient vendu avant cette augmentation des cours. Concernant les productions arboricoles, les rendements ont été fortement pénalisés pour des raisons différentes selon les filières. Les prix de la noix le prix de la noix continue donc de baisser donc depuis 3 ans, sauf en bio, où la demande reste forte avec une bonne tenue des cours. Alors, en ce qui concerne les palmipèdes à foie gras, donc canard et oie, c'est certainement le marché qui a été le plus impacté par les mesures de confinement. En ce qui concerne les filières agricoles, donc bien sûr avec la fermeture des restaurants, l'effondrement des exportations, hein, sachant que ce sont des produits qui sont consommés beaucoup hors foyer et pour des périodes de fête. La consommation a cependant repris donc en fin d'année avec une demande accrue en vente directe. La filière a été très préoccupée par la multiplication également des foyers d'influenza aviaire en Sud-Aquitaine, même si la Dordogne n'a pas été concernée directement. Il faut savoir que cela a perturbé donc l'approvisionnement en canetons qui sont produits dans le sud de la région. Concernant les volailles maigres, donc l'impact a été moindre puisque la baisse de la consommation hors foyer a été partiellement compensée par les achats en foyer. La filière bovin-viande, je suis toujours sur le même diapo, la filière bovin-viande de Dordogne subit l'évolution structurelle de la consommation de viande à la baisse, donc qui est quelque chose qui perdure et a vu ses effectifs de vaches diminuer de 13% en 10 ans. À cela s'ajoutent les perturbations des marchés du fait de la pandémie. La consommation de viande bovine a baissé en Grèce et en Italie, à savoir que ce sont effectivement des pays importateurs d'animaux français. Puisque dans ces pays, on subit donc effectivement manque de touristes, donc une diminution de la consommation, et dans un contexte en plus de concurrence accrue des viandes espagnoles et polonaises. Alors ensuite, dans les filières qui ont, voilà, qu'on a classées, voilà, peut-être un peu moins touchées, mais encore c'est discutable, hein. Effectivement, il y a la filière lait de vache,
donc qui a connu en 2020 une situation moins favorable que le scénario qui était escompté en début d'année avant la pandémie. C'était une filière qui s'en était plutôt pas mal sortie en 2019 avec des perspectives qui semblaient bonnes en 2020. Mais effectivement, bien sûr, la pandémie, le confinement a perturbé fortement les choses. La conjoncture n'est cependant pas aussi dégradée qu'en 2015, en 2016, parce que là, donc, on n'est pas dans un contexte de stock à l'intervention, pas de menace de cours à court terme, pardon, et de baisse de prix sur le marché international. Mais les prix ont baissé significativement quand même dans certaines entreprises, de l'ordre de 4 à 5%. Et il y a une grande incertitude sur les marchés du lait dans la perspective d'une crise économique à venir ou pas, donc qui pèse, et aussi dans un contexte de difficulté à faire appliquer la loi Egalim, pour laquelle les organisations de producteurs se battent aujourd'hui. La viticulture a, elle, subi des perturbations majeures du fait de la crise sanitaire également. Malgré cela, on observe une hausse sensible des volumes sous contrat, sans pour autant atteindre les niveaux moyens de ces 10 dernières années. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un ralentissement de la baisse. À noter un millésime 2020 exceptionnellement précoce avec des vendanges en avance de 10 à 15 jours. Effectivement, les conditions météo étant très chaudes et ont avancé la culture. En ce qui concerne la filière porc, elle subit la baisse des exportations vers l'Italie et l'Espagne. Il y a une reprise effectivement des exportations vers la Chine depuis le mois de juin, mais tout cela n'a pas empêché donc une baisse de 4% du prix en 2020. Je terminerai par les filières qui se portent le mieux ou qui ont une évolution plutôt favorable en 2020. Donc concernant la filière fraise, après des difficultés de courte durée pour trouver de la main-d'œuvre en début de récolte, du fait du confinement, la filière a bénéficié de très bonnes conditions de récolte et de l'arrêt des importations de fraises espagnoles, donc ce qui a permis de maintenir un marché plutôt correct pour la filière fraise. En ce qui concerne les prunes, donc les prunes à pruneaux, à la prune dente, les récoltes donc se sont faites dans de très bonnes conditions. Là, elles ont bénéficié effectivement d'une fin d'été très très favorable. Et les prix restent bas, mais enregistrent une légère remontée, alors que la filière connaît quand même des moments difficiles sur le marché depuis quelques années. Au niveau des productions animales, le cours de la filière ovine donc, a augmenté de plus de 7% en 2020, la filière bénéficiant de la baisse des importations et du développement de la vente directe. La production de lait de brebis intéresse toujours quelques porteurs de projets, même si le département n'est pas traditionnellement un producteur de lait de brebis. C'est une filière qui est naissante et en développement. Et enfin, la filière lait de chèvre reste toujours dynamique avec un accroissement de la production de 2% en Nouvelle-Aquitaine en 2020 et un prix également en production de 2,3%. Je vous remercie. Bien, écoutez, je vous remercie pour cette présentation. Un dernier petit mot pour Michel Poliac de la Chambre de métier, et puis on en terminera avec cette présentation de la conjoncture. Michel, c'est à vous. Oui, merci. Michel Poliac, donc le responsable de l'économie à la Chambre de métier. Je voulais apporter un petit complément sur l'activité artisanale, comme a pu dire Chantal tout à l'heure, au niveau des créations. Nous, ça fait maintenant 2 ans sur l'artisanat qu'on a une envolée des créations, et comme je disais Chantal tout à l'heure, sur les micro-entreprises, et 2020, on pouvait s'attendre à une baisse de ces créations, a été une année encore record, puisqu'on a battu le record de 2019, avec, comme on a pu le dire, cette année, un taux de radiation qui lui aussi est un record, puisque on finit avec moins de 30% de radiation, ce qui fait que depuis qu'on enregistre, c'est la première fois qu'on voit un solde de création d'entreprises aussi important, avec plus 1200 entreprises artisanales. Voilà. Donc beaucoup, à 80% des auto-entreprises, des gens qui viennent aujourd'hui créer leur emploi, faire un complément d'activité au regard de ce qui se passe voilà, avec la crise. Un
petit zoom aussi sur l'activité de production artisanale avec une spécificité, c'est les métiers d'art chez nous. C'est 10% de notre population et c'est un secteur qui, avec la crise, souffre de par le tourisme, de par l'annulation voilà, de toutes les manifestations où ils sont représentés. Voilà, donc secteur qui aujourd'hui connaît des difficultés. Voilà, mais sinon, globalement, les entreprises sont réactives, sont agiles et c'est vrai, rebondissent, comme on a pu le voir sur le résultat de la note de conjoncture. Merci. Merci à vous. Écoutez, c'est la fin de cette présentation du baromètre économique. Je remercie tous les intervenants pour leur éclairage. Je remercie aussi le public qui a su subir quelques petits problèmes de connexion et qui, malgré tout, est resté fidèle. Vous étiez un peu plus d'une trentaine à nous suivre tout au long de cette présentation. Je vous remercie beaucoup. Vous retrouverez sous peu les différents documents sur les différents sites internet des chambres consulaires et également, j'imagine, sur celui de la Banque de France. À tous, une très très bonne journée. À bientôt.